Alors, les sujets des réseaux sociaux étaient abordés de les années 60 par les sociologues et il était abordé très bien. Alors, la plupart de descriptions des phénomènes sociaux liés aux interactions informelles étaient très bien faites par les sociologues. Après ça, il y a les mathématiciens, les physiciens, les informaticiens qui sont rentrés sur les sujets à partir des années 80, je dirais, en apportant des points de vue différents. Les économistes ils sont arrivés très tard, je dirais il y a une quinzaine d'années, et le point de vue particulier des économistes sur les réseaux sociaux, c'est en termes d'incitation et stratégique à former les liens. Alors nous, on étudie les réseaux comme les autres sciences, mais on met un point particulier sur les possibles incitations qu'ils font, qui génèrent un certain réseau et comment les modifier pour changer la structure du réseau. Couramment, la littérature économique sur les réseaux sociaux est divisée en deux volets. La première partie est l'étude de la formation des liens. Alors, comment les liens se forment entre les individus et comment il faut changer les incitations pour avoir différents types de réseaux. La deuxième partie, le deuxième volet, plutôt séparé, étudie les externalités des réseaux. Alors, quand le réseau est déjà en place, comment la position de l'individu à l'intérieur du réseau explique sa choix individuel, son résultat économique. Bon exemple de ce type d'études sont les interactions criminelles, le choix de fumer ou de quitter fumer, l'éducation. Je dis l'éducation parce qu'il y a en fait une grosse littérature qui nous montre que les étudiants restent à l'école plus longtemps si leurs amis ils ont aussi tendance à rester à l'école. Alors, vous comprenez comment ça peut générer de poches d'exclusion sociale entre groupes de gens qui viennent du milieu défavorisé qui sont coupés à l'extérieur de l'éducation formelle. La théorie économique classique, je dirais néoclassique, est typiquement basée sur des interactions qui sont homogènes, c'est-à-dire tous les individus ils ont un profil qui peut être basé sur des caractéristiques observables ou du marché du travail par exemple, et l'interaction de l'individu est indifférenciée et pas personnalisée. Ça, c'est une des hypothèses de base du modèle néoclassique, je dirais. Alors, c'était pour ça qu'au début, les réseaux, il n'avaient aucun espace dans la théorie économique. Maintenant, on peut intégrer l'idée des relations personnalisées dans les modèles économiques en disant qu'il y a plus de probabilité d'interagir avec certains individus plutôt que d'autres. Alors, les cas parfaits, c'est le commerce. Alors, si on parle d'acheter des cigarettes, ça, c'est absolument pas important, le tabac où je l'achète. Par contre, si on parle des choses plus délicates, par exemple, réparer ma voiture, c'est très important les relations interpersonnelles entre qui vend et qui achète le bien. Alors, dans ces cas-là, il y a vraiment l'espace pour une personnalisation du marché et c'est là que les réseaux ils ont un espace particulier. On parle de formation des liens bilatérales quand le consentement les deux côtés est nécessaire pour la formation d'un lien. On parle de ça typiquement quand on parle d'échange de marché. Typiquement, on assume que l'échange est volontaire. De l'autre côté, il y a
plusieurs situations économiques où une des deux côtés peut former un lien sans le consentement exprès de l'autre côté. On parle de ça, par exemple, quand on fait une connexion Internet dans certaines pages ou bien certains types d'échanges commerciaux où c'est possible de décider de s'engager dans un échange unilatéralement. Les processus de formation des liens ont des répercussions très importantes sur la structure des réseaux qui émergent et au bout de l'histoire aussi sur la allocation des ressources, sur l'équité à l'intérieur du réseau. C'est pour ça que c'est important d'étudier les mécanismes de formation des liens dans les réseaux sociaux. Dans mon article, on propose une méthodologie pour distinguer quel est le processus de formation des liens qui donne lieu aux liens qu'on observe dans les données déclaratives. Alors, on peut poser un exemple pour expliquer pourquoi le processus de formation des liens est important en pratique. Imaginons qu'on observe des données sur des étudiants d'université qui ont répondu à la question suivante. Quand vous avez un problème mathématique, à qui vous vous adressez? Alors, on peut bien observer que les étudiants qui répondent « je vais voir les profs de maths » sont les étudiants qui s'en sortent mieux au niveau des notes. Est-ce qu'on peut alors conclure que voir les professeurs, c'est la cause du succès de l'étudiant? Oui et non, ça dépend du processus de formation des liens. Si, comme dans la plupart des cas dans les universités, les professeurs sont tenus voir les étudiants, alors le processus de formation est plutôt unilatéral. C'est l'étudiant qui décide d'aller voir les professeurs et il décide d'utiliser cette moyenne pour progresser dans ses études. Alors, dans ces cas-là, on ne peut pas dire que c'est les rencontres avec les profs qui a généré les notes. C'est plutôt l'étudiant qui a voulu utiliser cette possibilité qui lui a été offerte. Dans l'autre cas, imaginons que les profs peuvent décider quels sont les étudiants qu'ils vont rencontrer. Alors, ici, on peut penser que la formation des liens est bilatérale et les étudiants exclus du rencontre avec les profs, ils sont pénalisés dans ces cas-là. Alors, on tire les conclusions que, justement, il y a un lien de type causal entre les rencontres avec les profs et bien les notes de l'étudiant. Tout ça dépend du processus de formation des liens qui est en place.